Le 12 juin 1986, le bébé de Sylvie et Thomas Martin a disparu de la maternité de l'hôpital Saint-Michel, quelques heures seulement après sa naissance. Pendant 30 longues années, l'affaire est restée un mystère absolu, une blessure ouverte dans la mémoire d'une petite ville du nord de la France. Aucune piste, aucun témoin, aucun suspect. Le dossier a été classé, la douleur ensevelie sous le poids du temps. Jusqu'à ce qu'une simple analyse de sang, réalisée à des centaines de kilomètres de là, vienne tout faire basculer, révélant une vérité bien plus complexe et cruelle qu'un simple enlèvement. Comment est-il possible qu'un secret aussi monstrueux soit resté enfoui si longtemps, sous les yeux de tous, dans le silence d'une communauté entière? Avant de vous raconter comment une banale analyse de sang, réalisée pour un geste altruiste, a fait exploser un secret vieux de 3 décennies, commentez ici d'où vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer l'incroyable chaîne d'événements que cette découverte a déclenchée, forçant 2 familles à confronter une réalité qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. L'histoire que vous allez entendre n'est pas seulement celle d'un enfant disparu, mais celle d'un enfant retrouvé dans des circonstances qui défient l'entendement, prouvant que parfois, la vérité est la chose la plus difficile à accepter. Quelques heures avant le drame, la chambre 204 de la maternité était un havre de paix. Sylvie Martin, épuisée mais rayonnante, tenait son fils dans ses bras pour la première fois. Thomas, son mari, n'arrêtait pas de prendre des photos avec son vieil appareil argentique, capturant chaque détail du visage de ce petit être qu'ils avaient décidé d'appeler Léo. La chambre, peinte en jaune pastel, attendait à la maison, avec le berceau que Thomas avait passé des mois à fabriquer de ses propres mains. Pour ce jeune couple d'ouvriers, ce bébé était la promesse d'un avenir lumineux, l'aboutissement d'un amour simple et sincère. Ils étaient loin d'imaginer que ces moments de bonheur pur seraient les derniers, et que le souvenir de ce contact deviendrait une torture. La routine de la nuit a brisé le rêve. Vers 2 heures du matin, une infirmière est entrée dans la chambre pour emmener le nouveau-né à la nurserie pour des soins de routine, une pratique courante à l'époque. Sylvie, rassurée, s'est endormie profondément. C'est à 5 heures du matin que le cauchemar a commencé. L'infirmière de la ronde suivante a trouvé le berceau de la nurserie vide. Pas un cri, pas une porte forcée, pas le moindre signe de lutte. Le bébé Martin s'était volatilisé. L'alerte a été donnée immédiatement, l'hôpital a été bouclé, et une panique froide s'est emparée du personnel. Pour Sylvie et Thomas, réveillés en sursaut, la confusion a laissé place à une horreur glaciale. Leur fils, qui existait à peine, n'était plus là. L'enquête a été confiée à un jeune inspecteur prometteur, Michel Vasseur. Pendant des semaines, lui et son équipe ont retourné l'hôpital Saint-Michel dans tous les sens. Chaque membre du personnel a été interrogé à plusieurs reprises, des dizaines de fois. Les parents anéantis ont été soumis à des questions difficiles, leur vie privée exposée. Mais l'enquête s'est heurtée à un mur de silence et d'incompréhension. Il n'y avait aucune preuve matérielle, aucune demande de rançon, aucun mobile apparent. Les pistes explorées, de la vengeance personnelle contre un médecin au trafic d'enfants, se sont toutes révélées être des impasses. L'affaire du bébé Martin est rapidement devenue le crime parfait, une énigme insoluble qui a laissé la police et la communauté locale dans une frustration totale. Pour Sylvie et Thomas Martin, l'absence de réponse a été un poison lent. Les premières années, ils ont vécu dans un état de suspens insoutenable, scrutant le visage de chaque enfant dans la rue, sursautant à chaque appel téléphonique. Thomas s'est enfermé dans une quête obsessionnelle, placardant des affiches, contactant des journalistes, perdant son travail et sa santé dans cette recherche effrénée. Sylvie, elle, s'est murée dans une dépression silencieuse, incapable de surmonter la perte ambiguë de cet enfant qu'elle ne pouvait ni pleurer, ni espérer revoir. La chambre de Léo est restée intacte pendant des années, un sanctuaire douloureux, avant de devenir un fardeau insupportable. Leur couple, autrefois si solide, n'a pas survécu à la tragédie. Ils se sont séparés, unis pour toujours par le vide laissé par leur fils. Dans la même maternité, le même jour, un autre couple vivait la naissance de son premier enfant. Hélène et Pierre Dubois, issus d'un milieu plus aisé, rentraient chez eux avec leur fils, Baptiste. Leur bonheur était complet, sans la moindre ombre au tableau. Ils n'avaient aucune idée du drame qui se jouait à quelques chambres de la leur. Leur vie a suivi un cours normal, rempli des joies et des défis de toute famille. Ils ont élevé Baptiste avec amour et dévouement, le voyant grandir, devenir un jeune homme brillant et généreux. Pendant 30 ans, leur histoire et celle des Martin ont avancé sur des rails parallèles, 2 destins scellés par une nuit de 1986, sans jamais se croiser, jusqu'à ce que la science ne vienne les faire entrer en collision de la manière la plus brutale qui soit. L'échec de l'enquête initiale a laissé des cicatrices profondes, pas seulement sur la famille Martin, mais aussi sur l'inspecteur Vasseur. Pour lui,
Cette affaire est devenue le grand regret de sa carrière. Il a souvent repensé à cette nuit-là, au visage du personnel, cherchant un indice qu'il aurait manqué, un mensonge qu'il n'aurait pas décelé. Il a été particulièrement marqué par le comportement de l'infirmière en chef, Madame Girard. Une femme d'une autorité froide, presque militaire, qui avait géré la crise avec une efficacité redoutable, mais sans une once d'empathie. Elle semblait plus préoccupée par la réputation de l'hôpital, que par la disparition d'un enfant. Vasseur avait eu un pressentiment, une intuition qu'elle en savait plus. Mais sans preuve, ses soupçons n'étaient que du vent. Avec le temps, l'affaire s'est transformée en une sorte de légende urbaine locale. Une histoire triste que l'on racontait aux nouveaux arrivants pour illustrer le côté sombre de cette petite ville d'apparence si tranquille. La solidarité des débuts s'est effritée, laissant place à des rumeurs et des chuchotements. Certains disaient que les Martin avaient vendu leur enfant, d'autres que le crime était lié à un règlement de compte. La vérité, elle, était bien plus simple, et bien plus terrible, dissimulée non pas par un criminel de génie, mais par le secret d'une institution qui avait choisi de se protéger à tout prix. Le silence de l'hôpital était devenu une chape de plomb, enterrant le mystère sous des décennies de déni administratif. 30 ans plus tard, en 2016, Baptiste Dubois est un jeune architecte de 30 ans vivant à Lyon. Apprenant qu'un inconnu a besoin d'un don de moelle osseuse, il n'hésite pas une seconde et se porte volontaire. C'est un geste qui lui ressemble, généreux et spontané. Il se rend à l'hôpital pour les analyses de compatibilité génétique nécessaires. C'est une procédure de routine, une simple prise de sang. Ni lui, ni ses parents, Hélène et Pierre ne peuvent imaginer que ce petit tube de sang contient une bombe à retardement, une clé biologique capable de résoudre une énigme vieille de 3 décennies, et de faire voler en éclats les fondations de leur existence. Le destin après un sommeil de 30 ans venait de se réveiller. Le résultat de l'analyse de sang, cette simple formalité administrative, est entré dans le système informatique national des donneurs. Là, un algorithme, froid et impartial, a fait son travail. Il a comparé les marqueurs génétiques de Baptiste avec la base de données existante. Une anomalie a été signalée. Non pas une incompatibilité avec le patient qu'il souhaitait aider, mais une incohérence bien plus fondamentale. Le profil de Baptiste Dubois ne correspondait en rien à celui de ses parents légaux, Hélène et Pierre, dont les données avaient été enregistrées des années auparavant lors d'une campagne de dépistage. L'ordinateur, incapable d'émotion, venait de mettre le doigt sur une impossibilité biologique, un secret enterré sous 30 ans de vie de famille. La machine venait de poser une question que personne n'avait osé formuler. La notification de l'anomalie a d'abord été traitée comme une simple erreur de dossier, une contamination d'échantillons ou une faute de frappe. Un technicien de laboratoire consciencieux, intrigué par la nature de l'incohérence, a décidé de vérifier manuellement les informations. Il a relancé les tests, vérifié les identités, et a contacté l'hôpital de Lyon pour obtenir une confirmation. La réponse fut sans appel. Les tests étaient corrects. Baptiste Dubois n'était biologiquement pas le fils de Pierre et Hélène Dubois. Cette information, d'abord confinée au mur d'un laboratoire, a commencé à remonter la chaîne hiérarchique, se transformant lentement d'une curiosité scientifique en une affaire potentiellement criminelle. Le technicien, en suivant le protocole, a fait un signalement aux autorités, sans se douter qu'il venait de rouvrir l'une des affaires les plus froides du pays. Pour la famille Dubois, la convocation au commissariat fut un choc total. Hélène et Pierre, un couple respectable et sans histoire, ne comprenaient pas pourquoi la police voulait leur parler de l'acte généreux de leur fils. L'inspecteur qui les a reçus, un homme jeune et prudent, leur a expliqué la situation avec autant de délicatesse que possible. Il leur a parlé d'une incompatibilité génétique. Les mots étaient techniques, cliniques, mais leur signification était brutale. Hélène a d'abord ri, un rire nerveux, croyant à une mauvaise blague. Pierre, plus pragmatique, a exigé de voir les preuves. Face aux documents, leur monde a commencé à se fissurer. Le déni a laissé place à une confusion angoissante. Comment cela pouvait-il être possible? Ils se souvenaient de chaque instant, de la naissance, des premiers pas, de toute une vie passée à élever Baptiste. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans la vie de Baptiste. Ses parents, le visage défait, ont dû lui annoncer l'impensable. Pour ce jeune homme de 30 ans, dont l'identité était solidement ancrée, la révélation a été un séisme. Il n'était pas celui qu'il pensait être. Chaque souvenir, chaque photo de famille, chaque « tu ressembles à ton père » devenait soudain un mensonge. Une colère froide a commencé à monter en lui, non pas contre Hélène et Pierre, qu'il considérait toujours comme ses parents, mais contre ce vide, cet inconnu, qui venait de s'ouvrir sous ses pieds. Qui était-il vraiment? D'où venait-il? La quête altruiste d'un don de moelle osseuse s'était transformée en une quête existentielle forcée, le projetant au cœur d'un mystère qui ne le concernait pas, jusqu'à maintenant.
Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, l'inspecteur chargé du dossier à Lyon a fait une recherche dans les archives nationales des personnes disparues. En entrant la date de naissance de Baptiste et le lieu, l'hôpital Saint-Michel, un dossier a immédiatement attiré son attention. Un seul cas non résolu correspondait. La disparition du bébé Martin, le 12 juin 1986. Un frisson a parcouru le policier. 30 ans. C'était une coïncidence trop énorme pour être ignorée. Il a immédiatement contacté le commissariat de la petite ville du Nord pour demander l'accès au dossier original, classé depuis des décennies. Il a également demandé une chose cruciale. Retrouver les parents, Sylvie et Thomas Martin, pour procéder à une comparaison ADN. L'espoir, aussi infime et cruel soit-il, venait de renaître. L'annonce de la police a été un second traumatisme pour Sylvie. Elle vivait une vie discrète, presque recluse, ayant appris à gérer sa douleur en la maintenant à distance. Quand 2 inspecteurs ont sonné à sa porte pour lui parler d'une nouvelle piste sérieuse, son premier réflexe a été le rejet. Elle avait connu trop de fausses alertes, trop de déceptions. Elle a refusé de donner un échantillon d'ADN, craignant de voir cette vieille blessure s'ouvrir à nouveau. Il a fallu toute la persuasion de l'inspecteur Vasseur, sorti de sa retraite spécialement pour l'occasion, pour la convaincre. Il lui a parlé avec une humanité qu'elle n'avait pas vue depuis des années, lui expliquant que cette fois, ce n'était pas une rumeur, mais une preuve scientifique. En larmes, épuisée, Sylvie a fini par accepter. Thomas, de son côté, a réagi avec une intensité féroce. Contacté par Vasseur, il a immédiatement senti que quelque chose était différent. L'obsession qu'il avait rongée pendant des années s'est ravivée instantanément. Il a accepté le test ADN sans hésitation, voyant là la validation de sa quête, la preuve qu'il n'avait pas été fou de continuer à chercher. Il s'est rendu au laboratoire avec une fébrilité presque effrayante, bombardant les policiers de questions, élaborant déjà des théories. Pour lui, cette nouvelle n'était pas une source d'angoisse, mais la promesse d'une réponse, quelle qu'elle soit. Après 30 ans à se battre contre un fantôme, il allait peut-être enfin avoir un visage, une vérité à affronter. Le vide allait peut-être enfin être comblé. Les semaines qui ont suivi ont été une torture pour les 2 familles. L'attente des résultats ADN a suspendu le temps, créant une tension presque insupportable. Pour les Dubois, chaque jour était rempli de la peur de perdre leur fils, et de la douleur de découvrir la vérité sur leur véritable enfant. Pour Sylvie et Thomas, c'était l'attente d'un miracle ou d'une dernière et définitive déception. Ils ne se parlaient pas, mais Vasseur servait de lien, les tenant informés. Baptiste, lui, s'était isolé, refusant de parler à quiconque, essayant de digérer l'effondrement de son identité. 4 personnes, unies par un secret dont elles n'étaient pas responsables, attendaient qu'un laboratoire leur dise qui elles étaient vraiment, redéfinissant les liens du sang et les liens du cœur. Pendant cette attente, l'inspecteur Vasseur a rouvert son vieux dossier. Avec la nouvelle perspective d'un échange, chaque détail prenait une nouvelle signification. Il s'est replongé dans les interrogatoires du personnel de 1986. Et un nom revenait sans cesse dans ses pensées, Madame Girard, l'infirmière en chef. Sa froideur, son contrôle absolu de la situation, son insistance sur la procédure plutôt que sur l'humain. Vasseur a commencé à enquêter sur elle. Il a découvert qu'elle avait pris sa retraite quelques années seulement après l'affaire, quittant la ville pour s'installer dans le sud de la France. Elle avait coupé tous les ponts. Ce n'était pas une preuve, mais pour le vieil inspecteur, c'était une pièce de plus dans un puzzle qui commençait enfin à prendre forme. Le jour où les résultats sont tombés, une réunion a été organisée dans le bureau d'un juge. Sylvie, Thomas, Hélène, Pierre et Baptiste étaient présents, assis le plus loin possible les uns des autres, dans un silence de mort. L'inspecteur Vasseur était là, debout près de la fenêtre. Le juge a lu le rapport du laboratoire d'une voix neutre. Les mots étaient simples, mais ils ont redessiné l'univers. Les tests ADN confirment avec une certitude de 99,999% que M. Baptiste Dubois est le fils biologique de Mme Sylvie Martin et de M. Thomas Martin. Un silence assourdissant a suivi la déclaration. Sylvie a laissé échapper un sanglot étouffé, Thomas a fermé les yeux, le visage contracté. Hélène et Pierre sont restés figés, le regard vide. Baptiste, au centre de tout cela, n'a pas bougé, son visage une toile blanche, où aucune émotion ne parvenait à s'inscrire. Léo avait été retrouvé. La vérité, une fois prononcée, ne guérit rien, elle brise. Dans le silence glacial du bureau du juge, le temps s'est arrêté. Personne n'a crié. Personne ne s'est effondré. Il n'y a eu que le son du souffle de Sylvie, un sanglot rauque, qu'elle a étouffé dans sa main. Thomas a baissé la tête, ses épaules s'affaissant comme si le poids de 30 années venait de s'abattre sur lui en un instant. Hélène et Pierre Dubois étaient des statues de cire.
leurs visages vidés de toute couleur, leurs yeux fixés sur ce jeune homme qui n'était plus leur fils. Et Baptiste, au milieu de cette dévastation silencieuse, regardait droit devant lui, le visage impénétrable. Il était la preuve vivante d'un crime, l'épicentre d'un tremblement de terre, qui venait de détruire 2 familles. La justice venait de parler, mais la paix était plus loin que jamais. Pour Sylvie, ce moment était un paradoxe cruel. Elle avait retrouvé son fils. Léo. Le nom qu'elle n'avait osé prononcer à voix haute que dans ses pires cauchemars. Mais le bébé potelé qu'elle imaginait était un homme de 30 ans. Un étranger aux yeux tristes qui la regardait avec une confusion qui reflétait la sienne. Une partie d'elle voulait courir vers lui, le serrer dans ses bras, rattraper 3 décennies de vide. Mais une autre partie était paralysée par la douleur de tout ce qui avait été volé. Le premier mot, les premiers pas, les anniversaires, les chagrins d'adolescent. Elle avait retrouvé un fils, mais elle avait perdu une vie entière avec lui. Le soulagement était si intimement mêlé au deuil, qu'il était impossible de les distinguer. Elle pleurait à la fois de joie et de désespoir. Si pour les Martin la vérité était une blessure rouverte, pour les Dubois elle était un anéantissement. Hélène a posé sa main sur le bras de son mari, cherchant un ancrage dans un monde qui venait de basculer. Baptiste n'était pas leur fils. Chaque souvenir, chaque photo sur la cheminée, chaque moment de fierté était désormais teinté d'un mensonge dont ils n'étaient même pas conscients. Mais une question bien plus terrifiante a commencé à émerger de leur état de choc. Si Baptiste était le bébé des Martin, alors où était leur propre enfant? Le bébé qu'Hélène avait mis au monde, qu'elle avait senti bouger en elle, qu'elle avait aimé avant même de le voir. Le mystère de l'enfant disparu venait de se transformer en un cauchemar encore plus sombre. Celui de l'enfant échangé, et donc, d'un autre enfant, le leur, dont le sort était totalement inconnu. Au centre de ce maelstrom, Baptiste était en état de dissociation. Il entendait les mots, comprenait leur signification logique, mais il ne ressentait rien. Il se voyait de l'extérieur, comme le personnage d'un film tragique. Il regardait ces 4 adultes, ces 2 pères de parents, qui le revendiquaient et le pleuraient en même temps. Il n'était plus Baptiste Dubois, l'architecte à la vie simple et heureuse. Il était Léo Martin, un fantôme revenu d'entre les morts. Mais il ne se sentait pas Léo. Il ne connaissait pas ces gens brisés qui étaient censés être sa chair et son sang. Il était un homme sans passé, une anomalie biologique, une pièce à conviction vivante. Son geste altruiste de vouloir donner sa moelle osseuse l'avait conduit à perdre la sienne, son identité, le laissant vide, et seul face à un abîme. Pour l'inspecteur Vasseur, la confirmation ADN n'était pas une fin, mais le véritable commencement. La théorie de l'enlèvement par un étranger ou un réseau, qui n'avait jamais tenu la route, s'effondrait définitivement. La seule explication logique était une substitution, un acte commis à l'intérieur même de l'hôpital, par quelqu'un qui avait le pouvoir et l'autorité pour orchestrer une telle chose. Son esprit est immédiatement revenu 30 ans en arrière, sur le visage impassible de l'infirmière en chef, Madame Girard. Sa froideur, son contrôle méticuleux, son insistance à clore l'incident pour protéger l'institution. Ce n'était plus une intuition, c'était une quasi-certitude. Quelqu'un à l'hôpital Saint-Michel avait joué à Dieu cette nuit-là, et Vasseur était déterminé à découvrir qui, et, surtout, pourquoi. Le dossier n'était plus froid, il était brûlant. Sans attendre une seconde de plus, Vasseur a quitté la salle, laissant les familles à leur douleur. Il a passé un appel au commissariat. Retrouvez-moi tout ce que vous pouvez sur une certaine Josiane Girard, infirmière en chef à l'hôpital Saint-Michel en 1986. Adresse, numéro de téléphone, situation actuelle. Je la veux. L'urgence dans sa voix a galvanisé ses anciens collègues. Après 30 ans de frustration, le vieil inspecteur avait une cible. Il savait que Madame Girard devait être une femme âgée maintenant, probablement à la retraite. Il a senti une course contre la montre s'engager. Il devait lui parler avant qu'il ne soit trop tard, avant que la maladie ou la mort n'emporte le dernier secret de cette affaire. La vérité était à portée de main, et elle avait le visage d'une femme qui avait juré de prendre soin des autres. Quand les portes du bureau se sont finalement ouvertes, les 2 familles sont sorties comme des ombres. Les Martin, Sylvie et Thomas, marchaient côte à côte mais séparés par un gouffre. Ils avaient un fils, mais n'avaient plus de couple, plus de vie commune. Les Dubois se tenaient la main, se soutenant mutuellement dans leur effondrement. Ils avaient perdu un fils, et découvert le fantôme d'un autre. Baptiste est sorti le dernier, seul, il n'a regardé personne. Il a traversé le couloir, et s'est dirigé vers la sortie, s'éloignant de ces 2 familles, qui étaient les siennes sans l'être. Il marchait vers un avenir incertain, un homme de 30 ans qui devait réapprendre à exister,
portant le poids de 2 destins brisés sur ses épaules. La vérité avait été révélée, mais la véritable histoire ne faisait que commencer. L'enquêteur Vasseur ne perdit pas une minute. Pendant que les familles se déchiraient en silence, il était déjà en route. Il avait obtenu l'adresse de Josiane Girard, l'ancienne infirmière en chef, qui vivait une retraite paisible dans un petit village du Var. En conduisant sur l'autoroute sous le soleil du sud, si différent de la grisaille du nord, Vasseur sentait le poids de 30 ans de frustration se transformer en une détermination glaciale. Ce n'était plus une enquête, c'était une mission personnelle. Il se revoyait, jeune inspecteur, face à cette femme impassible. Il avait eu une intuition, un doute persistant qu'il n'avait jamais pu prouver. Aujourd'hui, il n'avait plus seulement une intuition. Il avait un nom. Baptiste Dubois. Un nom qui était en réalité Léo Martin. Il avait la clé, et il allait l'utiliser pour ouvrir la dernière porte de ce mystère. La femme qui lui ouvrit la porte était frêle, les cheveux blancs coupés courts, le dos voûté par l'âge. Mais ses yeux, d'un bleu acier, étaient les mêmes. Josiane Girard le reconnut immédiatement. Une lueur de surprise, vite remplacée par une méfiance glaciale. Elle l'invita à entrer dans son salon impeccable, où chaque objet semblait n'avoir pas bougé depuis des années. Vasseur ne tourna pas autour du pot. Il posa le rapport ADN sur la table basse. « Nous l'avons retrouvé, » dit-il simplement. « Le bébé Martin. Il s'appelle Baptiste Dubois. » Le visage de Girard resta de marbre. Mais Vasseur vit la micro-expression, le tressaillement imperceptible de sa lèvre inférieure. Elle nia, évoquant une erreur, une coïncidence impossible. Mais sa voix manquait d'assurance. Pour la première fois en 30 ans, le masque de contrôle absolu commençait à se fissurer. Face au mur de déni de Girard, Vasseur comprit qu'il n'obtiendrait pas d'aveu par la confrontation directe. Elle était trop endurcie, trop habituée à son mensonge. Il changea de tactique. Il laissa le rapport sur sa table et partit, la laissant seule avec la preuve de son crime. De retour au commissariat local, il lança une vaste opération. Il voulait que ses équipes retrouvent et interrogent à nouveau chaque membre du personnel présent cette nuit-là. Infirmières, aides-soignantes, médecins de garde. Beaucoup avaient pris leur retraite, certains étaient décédés, d'autres avaient déménagé aux 4 coins de la France. Ce fut un travail de fourmi, fastidieux et complexe. Vasseur cherchait la faille, le maillon faible. Quelqu'un qui, contrairement à Girard, n'aurait pas eu la force de porter un secret aussi lourd pendant toute une vie. Il savait qu'elle existait. La fissure se présenta sous le nom de Monique Lemoine, une ancienne aide-soignante de 22 ans à l'époque. Retraitée, elle vivait modestement à la périphérie de Marseille. Contactée par téléphone par un jeune policier, sa réaction fut totalement disproportionnée. Elle éclata en sanglots, balbutia qu'elle ne savait rien, et raccrocha brutalement. Ce comportement alerta immédiatement l'équipe. Vasseur sentit que c'était elle. Il prit sa voiture, et fit les 2 heures de route, jusqu'à son petit appartement. Quand il sonna à la porte, Monique Lemoine lui ouvrit, le visage ravagé par la peur, comme si elle attendait cette visite depuis 3 décennies. Elle tremblait de tous ses membres, incapable de prononcer un mot. Vasseur sut qu'il n'aurait pas besoin de la forcer. Le poids de la culpabilité avait déjà fait tout le travail. Dans le petit salon de Monique, rempli de photos de ses petits-enfants, l'atmosphère était suffocante. Vasseur ne la brusqua pas. Il s'assit, et lui parla doucement, non pas comme un policier, mais comme un homme qui cherchait à comprendre. Il lui expliqua que la vérité était déjà en partie connue. Il lui parla de Sylvie et Thomas, de leur vie brisée. Il lui parla d'Hélène et Pierre, dont le monde venait de s'effondrer. Et il lui parla de Baptiste, ce jeune homme innocent, coincé entre 2 existences. Ce n'est plus le secret de l'hôpital que vous protégez, Monique, lui dit-il calmement. C'est la souffrance de toutes ces personnes que vous prolongez. Il est temps que ça s'arrête. Les larmes de Monique, retenues depuis si longtemps, se transformèrent en un torrent inarrêtable. La digue venait de céder. À travers ses sanglots, la première révélation tomba, plus terrible encore que ce que Vasseur avait imaginé. Le bébé des Dubois n'avait pas été échangé par hasard. Il était mort-né. Monique était de garde cette nuit-là. Une complication était survenue. Un problème avec le cordon ombilical que personne n'avait détecté à temps. Une négligence. Une faute médicale. Paniquée, la jeune aide-soignante qu'elle était avait alerté l'infirmière en chef, Josiane Girard. La mort du bébé aurait dû être déclarée, une enquête interne ouverte, la réputation de l'hôpital et la carrière de Girard auraient été menacées. C'est là que le drame s'est transformé en conspiration. Le mobile n'était pas l'argent, ni la folie. C'était la peur.
La peur d'un scandale, la protection froide et calculée d'une institution. La suite du récit de Monique glaça le sang de Vasseur. Face à la situation, Josiane Girard n'avait pas paniqué. Elle avait agi avec une logique terrifiante. Elle avait vu une solution. D'un côté, un couple aisé, les Dubois, qui allait être anéanti par la perte de leur enfant. De l'autre, un couple d'ouvriers, les Martin, avec un bébé en parfaite santé. Dans son esprit tordu, elle allait réparer 2 problèmes en un. Elle a ordonné à Monique de se taire, la menaçant de lui faire porter la responsabilité de la négligence. Elle a ensuite personnellement orchestré l'échange. Elle a pris le bébé Martin de la nurserie, a modifié les bracelets d'identification et l'a présenté aux Dubois comme étant le leur. Puis, elle a fait disparaître le corps du véritable bébé Dubois, le déclarant simplement comme un déchet biologique, et a mis en scène la disparition du bébé Martin, créant un mystère parfait pour couvrir son crime. Les aveux de Monique Lemoine furent un récit d'1 heure, un flot ininterrompu de mots brisés par les larmes et la honte. Elle a décrit la panique qui a suivi la découverte du bébé Dubois, sans vie. Mais elle a surtout dépeint le calme terrifiant de Josiane Girard. Face à la catastrophe, l'infirmière en chef n'a pas perdu son sang-froid. Elle a immédiatement vu la situation, non pas comme une tragédie, mais comme un problème logistique à résoudre. La priorité absolue n'était pas la famille, ni la vérité, mais la préservation de l'institution et de sa propre carrière. Elle a expliqué à Monique, alors une jeune femme pétrifiée, qu'une erreur médicale ruinerait l'hôpital et leur vie. Dans son esprit, une injustice devait en réparer une autre. La décision de sacrifier une famille pour en sauver une autre, et surtout pour se sauver elle-même, a été prise en quelques minutes. Le plan de Girard, d'une cruauté méthodique, s'est déroulé en 3 actes. Le premier fut l'échange. Sous les menaces à peine voilées de Girard, Monique a été contrainte de l'assister. C'est Girard elle-même qui s'est rendue à la nurserie. D'un geste précis, elle a retiré le bracelet d'identification du poignet du bébé Martin endormi, et l'a remplacé par celui du bébé Dubois. Elle a ensuite emporté l'enfant vivant, a traversé le couloir silencieux de la maternité, et est entrée dans la chambre des Dubois. Là, elle a présenté le bébé à Hélène, encore faible après son accouchement, avec un sourire professionnel, lui annonçant que son fils était en parfaite santé. Pour les Dubois, ce fut le début d'un bonheur construit sur un mensonge. Pour le bébé Martin, ce fut le début d'une vie qui n'était pas la sienne. Le deuxième acte, le plus abject, concernait le corps du véritable fils des Dubois. Pour effacer toute trace de la négligence et de l'échange, il fallait que le bébé mort n'ait jamais existé. Josiane Girard a personnellement pris en charge cette tâche macabre. Elle a enveloppé le petit corps dans des draps d'hôpital, l'a placé dans un sac destiné aux déchets biologiques et a utilisé son autorité pour accéder à l'incinérateur de l'hôpital. Au milieu de la nuit, sans aucun témoin autre que Monique qui était paralysée par la peur, elle a procédé elle-même à l'incinération. En quelques minutes, le corps du bébé Dubois a été réduit en cendres, mélangé aux autres déchets hospitaliers. Il n'y avait plus de corps, plus de preuves, plus de crimes. Il ne restait qu'un vide, une absence que les Dubois ne réaliseraient que 30 ans plus tard. Le troisième et dernier acte fut la mise en scène de la disparition. Une fois l'échange accompli et la preuve détruite, Girard est retournée à la nurserie. Elle a simplement retiré le berceau vide, qui portait le nom Martin, et l'a caché dans une salle de stockage. Puis, elle a attendu la ronde suivante. Lorsque l'autre infirmière a constaté l'absence du bébé, c'est Girard qui a géré la crise. Elle a déclenché l'alerte, a fait boucler l'hôpital, a consolé une Sylvie Martin hystérique, et a fait face à la police avec une assurance et une compassion feinte. Elle a créé le crime parfait, une énigme sans solution, car il n'y avait jamais eu d'enlèvement. Le ravisseur était une illusion qu'elle avait elle-même fabriquée, pour masquer un acte bien plus sombre, une vérité si monstrueuse que personne n'aurait pu l'imaginer. Armé de la déposition complète et signée de Monique Lemoine, l'inspecteur Vasseur est retourné, voir Josiane Girard. Cette fois il n'y avait pas de place pour le doute ou la subtilité. Il a posé le document sur la table basse, entre eux. Monique se souvient de tout, Josiane. De chaque détail. De chaque mot que vous avez prononcé. Le visage de l'ancienne infirmière en chef, jusqu'alors une forteresse imprenable, s'est finalement effondré. Le déni a laissé place à une immense lassitude, comme si le poids du secret qu'elle portait seule depuis 30 ans était devenu trop lourd. Elle a regardé le papier, puis Vasseur, et pour la première fois, le vieil inspecteur a vu autre chose que de la froideur dans ses yeux. Il a vu la reconnaissance de sa défaite. Le combat était terminé. Assise dans son salon, Josiane Girard a parlé pendant des heures, mais ses aveux n'étaient pas ceux d'une femme repentante.
C'était une justification froide et clinique de ses actes. Elle n'a exprimé aucun remords pour les familles brisées. À ses yeux, elle avait pris une décision difficile mais logique. Elle avait épargné au Dubois la douleur insupportable de perdre un enfant à la naissance. Elle avait donné un enfant à un couple qui, selon ses propres préjugés, était plus apte à l'élever. Quant aux Martin, leur souffrance était, dans son esprit tordu, un dommage collatéral nécessaire pour préserver le bien supérieur, la réputation de son hôpital, la stabilité de son service. Elle se voyait non pas comme une criminelle, mais comme une gestionnaire de crise qui avait fait un choix pragmatique. Cette absence totale d'empathie était peut-être la partie la plus effrayante de ses aveux. La confession de Girard, aussi détaillée soit-elle, nécessitait une preuve matérielle pour être irréfutable devant un tribunal. Les enquêteurs se sont alors replongés dans les archives poussiéreuses de l'hôpital Saint-Michel. Après des jours de recherche, ils ont trouvé ce que Vasseur cherchait. Dans le registre de maintenance de l'incinérateur de 1986, une anomalie a sauté aux yeux d'un jeune archiviste. À la date du 12 juin, au milieu de la nuit, une ligne manuscrite, ajoutée à la hâte, indiquait une « destruction d'urgence de déchets biologiques contaminés ». La signature au bas de la ligne était celle de Josiane Girard. C'était la seule fois en 10 ans qu'une telle procédure avait été effectuée en pleine nuit, et signée personnellement par l'infirmière en chef. C'était la cicatrice de papier laissée par son crime, la preuve matérielle qui, 30 ans plus tard, venait sceller son destin, et révéler au monde entier l'incroyable vérité sur la nuit où le bébé Martin avait disparu. L'arrestation de Josiane Girard et de Monique Lemoine a provoqué une onde de choc qui a dépassé de loin les frontières de la petite ville. L'affaire du bébé Martin, autrefois une légende locale triste, est devenue un scandale national. Les médias du monde entier ont convergé vers l'hôpital Saint-Michel, dont le nom était désormais synonyme de trahison et d'horreur. La façade respectable de l'institution s'est effondrée, révélant une culture du secret, et une défaillance morale qui a terrifié le pays. Pour le public, la question n'était plus seulement de savoir comment un bébé avait pu disparaître, mais comment une institution censée protéger la vie avait pu en détruire autant, en toute impunité, pendant 3 décennies. La colère et l'incrédulité étaient palpables dans chaque reportage, chaque conversation, chaque regard posé sur les murs de l'hôpital. Le procès fut un événement médiatique d'une intensité rare, un drame humain qui s'est joué sous les yeux de la nation. Dans la salle d'audience, un silence de plomb régnait, seulement brisé par les témoignages poignants des 2 familles. Hélène et Pierre Dubois ont raconté leur bonheur volé, et la découverte de leur deuil impossible. Sylvie et Thomas Martin ont décrit le calvaire de l'incertitude. Le contraste entre les 2 accusés était saisissant. Monique Lemoine, en larmes, a demandé pardon, son corps frêle secoué par les remords. Josiane Girard, elle, est restée droite, le visage de pierre, justifiant ses actes avec une logique froide qui a glacé l'assistance. Elle fut condamnée à la peine maximale pour enlèvement et séquestration, tandis que Monique reçut une peine avec sursis pour complicité. La justice avait été rendue, mais elle n'a guéri aucune blessure. Pour Hélène et Pierre Dubois, la vérité fut le début d'un nouveau deuil. Ils devaient pleurer un enfant qu'ils n'avaient jamais connu, dont l'existence même leur avait été cachée. Après le procès, ils ont organisé une petite cérémonie intime, au bord d'un lac, loin des caméras et du tumulte. Ils ont enfin donné un nom à leur fils, Simon. Ils ont lu des poèmes, partagé des souvenirs imaginés, et ont laissé une petite plaque de bois flotter sur l'eau. C'était un acte symbolique, un moyen de reconnaître sa courte vie, et de réclamer leur droit au chagrin. Lentement ils ont commencé à reconstruire leur vie, non pas en oubliant Baptiste, qu'ils aimaient toujours comme leur fils, mais en faisant une place dans leur cœur pour Simon, le bébé fantôme qui avait enfin trouvé la paix. Sylvie et Thomas ont découvert que retrouver un fils ne signifiait pas retrouver une famille. La joie paradoxale de savoir Léo vivant était constamment assombrie par le gouffre des 30 années perdues. Leur première rencontre avec Baptiste était maladroite, chargée d'une émotion trop lourde et d'attentes impossibles. Il lui montrait des photos de sa chambre d'enfant, lui racontait des anecdotes sur une vie qu'il n'avait pas vécue. Ils étaient des étrangers unis par le sang. Leur couple, brisé par la tragédie, ne s'est jamais reformé. Mais ils ont trouvé un nouveau terrain d'entente, une trêve fragile. Ils ont appris à être des parents à distance, respectant la vie que leur fils s'était construite, acceptant avec une douleur sourde qu'ils ne seraient jamais papa et maman, mais Sylvie et Thomas, les fantômes de son autre vie. Au cœur de la tempête, Baptiste a dû mener le combat le plus difficile, celui de sa propre identité. Pendant des mois, il s'est isolé, refusant de choisir entre ses 2 familles, se sentant coupable envers les 2. Il a suivi une thérapie pour démêler les fils de son existence fracturée. Finalement il a pris une décision qui n'appartenait qu'à lui.
Il a légalement ajouté Léo à son prénom, devenant Baptiste Léo Dubois. Ce n'était pas un compromis, mais une affirmation. Il était Baptiste, l'homme que les Dubois avaient élevé avec amour. Et il était Léo, l'enfant que les Martin n'avaient jamais cessé de chercher. Il a lentement renoué le contact avec ses 4 parents, établissant de nouvelles règles, de nouvelles relations, non pas basées sur le passé, mais sur le présent qu'ils devaient désormais construire ensemble, sur les ruines de l'ancien monde. L'affaire du bébé Martin a laissé une cicatrice indélébile sur la société française. Elle a conduit à une révision complète des protocoles de sécurité dans les maternités, avec l'instauration de bracelets électroniques et de tests ADN de confirmation dans certains cas. L'hôpital Saint-Michel, malgré un changement de nom et une restructuration complète, n'a jamais pu se défaire de son passé. Pour l'inspecteur Vasseur, la résolution de cette affaire fut l'accomplissement d'une vie. Il avait rendu la vérité aux familles, même si cette vérité était une lame à double tranchant. Assis sur un banc, regardant les articles de journaux qui classaient enfin l'affaire, il ne ressentait ni joie ni triomphe. Juste le sentiment sobre et profond du devoir accompli, et la conscience que certaines blessures, même refermées, continuent de faire mal au contact du souvenir. Aujourd'hui, le bruit des médias s'est estompé, laissant les 2 familles face à la tâche la plus difficile, vivre avec la vérité. Il n'y a pas eu de retour à la normale, mais la création d'un nouvel équilibre, fragile et complexe. Baptiste Léo, comme il se fait désormais appeler, navigue entre ces 2 mondes. Il passe du temps avec Sylvie et Thomas, apprenant à connaître ses parents qui sont des étrangers, découvrant des bribes de l'enfant qu'il aurait pu être. Il retourne ensuite auprès d'Hélène et Pierre, ceux qui l'ont élevé, leur amour étant le seul pilier stable dans sa vie fracturée. Leurs réunions sont empreintes d'une tendresse maladroite, pleines de silences lourds et de mots non dits. Ce ne sont pas des familles recomposées, mais des constellations de personnes brisées, apprenant à briller à nouveau, ensemble mais séparés. L'affaire a laissé une cicatrice profonde sur la communauté. L'hôpital Saint-Michel a été rebaptisé mais personne n'a oublié. Il est devenu un mémorial silencieux de la trahison. À l'initiative des habitants, une petite plaque de bronze a été discrètement installée dans un parc voisin, loin de l'hôpital maudit. Elle ne porte pas seulement le nom de Simon Dubois, mais aussi une inscription, à la mémoire des vies qui n'ont pas été vécues, et des vérités qui ont attendu trop longtemps. C'est devenu un lieu de recueillement, non seulement pour les Dubois, mais pour tous ceux qui, dans la ville, ont senti que cette histoire était aussi un peu la leur. La mémoire de Simon, l'enfant dont l'existence a été effacée, est finalement honorée, transformant son absence en un symbole de la nécessité de la transparence et de la dignité pour chaque vie, aussi brève soit-elle. Plus qu'un fait divers, cette histoire est devenue une parabole sur le poids dévastateur des secrets. Elle a démontré comment une seule décision, prise dans la panique et l'orgueil pour protéger une institution, peut créer des ondes de choc qui détruisent des vies sur plusieurs générations. Elle nous rappelle que la vérité, même lorsqu'elle est insupportable, est moins destructrice que le mensonge qui la cache. Le mensonge de Josiane Girard n'a pas épargné une famille. Il en a empoisonné 2, tout en créant un deuil impossible pour une 3e. Le cas du bébé Martin est la preuve que la vérité finit toujours par trouver un chemin, que ce soit à travers une confession, une vieille lettre, ou, comme ici, à travers la science impartiale d'une analyse de sang. C'est une leçon brutale sur la responsabilité individuelle, face à la pression du système. Peut-être que l'image la plus puissante de ce dénouement n'a pas eu lieu au tribunal, mais des mois plus tard, dans un café